Donc, je remercie vraiment de m'avoir invité à ce cycle de conférences Interage dans votre université de Corse. Alors, je vais vous parler des bienfaits des émotions positives et je vais juste recadrer un petit peu mon histoire à moi. J'ai fait ma thèse dans les années 95 sur la mémoire chez les patients Alzheimer et j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas des compétences mnésiques résiduelles chez ces patients-là quand on leur faisait mémoriser des histoires, des mots qui avaient des connotations émotionnelles. Depuis cette thèse, j'ai complètement laissé tomber le vieillissement et la maladie d'Alzheimer et je n'ai gardé que comme thème de recherche que la mémoire et les émotions. Alors aujourd'hui, donc on ne parlera pas du tout d'Alzheimer. Je vous présenterai d'abord la psychologie positive, puis je vous parlerai de la psychologie des émotions. Je vous parlerai ensuite des émotions positives en particulier, des émotions positives et du fonctionnement cognitif, et des émotions positives et la santé. Alors, la psychologie positive, c'est une toute nouvelle psychologie qui date du début du XXIe siècle et dont le fondateur est Martin Seligman, un homme très souriant, qui est donc le fondateur de la psychologie positive et qui a été le président de l'Association américaine de psychologie. Alors, Martin Seligman donne énormément de conférences dans le monde pour faire la publicité, entre guillemets, de ce nouveau courant de la psychologie qui est en totale rupture avec la psychologie qu'on a développée au cours du XXe siècle. Il raconte que quand il annonçait son métier, quand il prenait l'avion et que quelqu'un s'asseyait à côté de lui et qu'il annonçait son métier, qu'il disait qu'il était psychologue, les gens le fuyaient. Alors, il le fuyait tout simplement parce qu'il pensait, comme beaucoup de personnes le pensent, que les psychologues cherchaient toujours ce qui allait mal chez nous, ce qui était pathologique, chercher le fou. Les psychologues, c'est fait pour les fous, c'est ce qu'on entend souvent quand on conseille à quelqu'un d'aller voir un psychologue. Et puis, maintenant, les gens se rapprochent de lui quand il annonce son métier. Et pour lui, c'est la preuve qu'il y a eu un tournant dans la conception de la psychologie, dans la façon de voir l'être humain. Donc il raconte que la psychologie, ce qu'elle a cherché pendant tout le XXe siècle, c'est à connaître toutes les maladies mentales, à les classer, à en déterminer les causes, à chercher la part de ce qui était génétique, héréditaire, à trouver des traitements médicamenteux. En gros, ce que les psychologues ont fait pendant une centaine d'années, c'est essayer de rendre les gens malheureux moins malheureux. Et les psychologues ont réussi et ils en sont fiers. Seulement, les psychologues ont oublié les gens comme vous et moi, peut-être, c'est-à-dire les gens normaux. Ils ont oublié de s'intéresser à tous les gens qui n'étaient pas, entre guillemets, fous. Et ils ont oublié aussi de proposer des thérapies, des traitements qui allaient rendre les gens plus heureux, même s'ils n'étaient pas malheureux, même s'ils n'étaient pas fous. Est-ce qu'on ne pouvait pas améliorer leur bien-être ? Donc c'est à partir de ces deux constats que la psychologie positive s'est constituée au XXIe siècle dans le but de s'intéresser aux atouts des gens, de développer les forces au lieu de vouloir toujours réparer les dégâts et de rendre la vie plus satisfaisante, plus agréable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vie heureuse, une vie agréable ? Aujourd'hui, il faut savoir que les psychologues, en gros, si vous prenez l'exemple de gens qui font une course à pied, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent. Avant, les psychologues s'intéressaient à ceux qui perdaient. Aujourd'hui, ils s'intéressent à ceux qui gagnent et ils cherchent à savoir pourquoi ils gagnent. Alors, qu'est-ce que c'est que réussir, qu'être heureux ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est une des questions
qu'on se pose aujourd'hui. Alors, être heureux, une vie heureuse, c'est 3 choses différentes. C'est une vie agréable. Alors, une vie agréable, c'est tout simplement une vie où on ressent assez souvent des émotions positives. On prend du plaisir, on savoure le plaisir. On va manger au restaurant, on partage des bons moments avec les bons amis. Ensuite, c'est aussi une vie engagée. On s'engage, on s'implique pour ses enfants, pour sa famille, pour son travail, pour son mari. On a donc une concentration totale quand on est dans cet état de vie engagée. Quand on est au travail, qu'on écrit, surtout quand on écrit, il y a des moments où on arrive à écrire de manière fluide. Et quand on écrit de manière fluide, on ressent ce que les Américains appellent le flow, c'est-à-dire cette sensation de pleine concentration. La 3e forme de vie heureuse, c'est une vie pleine de sens. C'est quand on va arriver à utiliser ces points forts pour les mettre au service d'une cause qui nous dépasse. Et mettre ces points forts au service d'une cause qui nous dépasse, c'est pas si compliqué que ça, puisque ce que donne comme exemple Seligman, c'est que c'est tout simplement faire ce qu'il appelle l'exercice de la visite de gratitude. Donc ce qu'il a fait comme étude, Seligman, pour montrer le rôle de cette vie pleine de sens dans le bonheur et ce que pouvait être une vie pleine de sens, il a proposé à des gens de fermer les yeux 5 minutes et de penser à quelqu'un qui leur avait rendu vraiment service, qui avait bien orienté leur vie, qui leur avait apporté beaucoup de choses. On connaît tous quelqu'un qui a été important pour nous. Et il demande aux gens d'écrire 300 mots, une lettre de 300 mots à cette personne qui a compté pour nous. Donc, ce n'est pas la peine de faire des grandes œuvres humanitaires. Il suffit de tout simplement s'occuper d'un humain en particulier. Donc, les gens doivent écrire la lettre et doivent, si c'est possible, s'il n'y a pas des continents qui séparent les 2 personnes, doivent aller rendre visite à cette personne et lui lire la lettre de remerciement, de gratitude. Alors là, des fois, ça fait pleurer, hein, mais ce qu'a constaté Seligman, c'est que c'était une forme de thérapie comme une autre, puisque les gens se sentent, au bout de 3 semaines, au bout de 4 semaines, après 4 semaines, après la lecture de cette lettre, se sentent beaucoup moins déprimés quand ils sont déprimés. Donc voilà, une vie agréable, une vie engagée et une vie pleine de sens. J'ai du mal avec ce micro parce que je ne reconnais pas ma voix. Alors, il n'y a pas que les Américains qui sont tombés en fascination devant la psychologie positive. Et vous avez Cotreau, qui est par exemple le grand nom des thérapies comportementales et cognitives, qui a écrit un livre où on parle de la psychologie positive. Vous avez Lecomte, vous avez Martin Krum, vous avez Shankland. Donc vous avez énormément d'auteurs dans le monde, mais également d'auteurs francophones qui s'intéressent à cette nouvelle psychologie, qui est la psychologie positive et qui est en totale rupture avec une psychologie qui cherche les déficits, qui cherche les dysfonctionnements. Alors, maintenant, on va passer à la psychologie des émotions. Donc, la psychologie des émotions, elle aussi, a été fortement modifiée par cette nouvelle perspective qui est la psychologie positive. La psychologie des émotions, c'est un thème très, très, très vaste, un domaine d'études très vaste, puisque on peut, comme Joseph Ledoux, n'étudier qu'une seule émotion toute sa vie, par exemple la peur. On peut étudier la phobie. On peut à chaque fois se spécialiser donc sur une émotion en particulier. Mais on peut aussi travailler sur l'humeur ou sur le conditionnement de la peur, le déconditionnement, le contre-conditionnement de la peur, sur l'amour, sur l'attachement, sur les émotions chez les autistes, sur l'empathie, sur les expressions faciales, comme a fait Paul Ekman, sur l'intérêt de parler de ces émotions, la rumination mentale, est-ce que c'est bon pour soigner des émotions,
des problèmes émotionnels, sur les chocs post-traumatiques, sur plein de choses différentes, ce qui fait que plusieurs disciplines vont s'intéresser aux émotions et plusieurs sous-disciplines de la psychologie. Donc le problème, c'est que quand on dit « je travaille sur les émotions », on ne sait pas trop sur quoi les gens travaillent. Donc on peut parfois carrément utiliser le même mot pour désigner des objets d'études différents. Ou encore, ça c'est encore une autre difficulté, on peut aussi utiliser des désignations différentes alors qu'on travaille sur le même objet. En général, on distingue les émotions des humeurs et des tempéraments. C'est-à-dire que travailler sur une émotion, c'est travailler sur une réaction relativement brève dans le temps. Travailler sur une humeur, c'est travailler sur quelque chose qui est plus diffus, un sentiment qui peut durer quelques jours, quelques semaines, et on ne sait pas trop pourquoi on est dans cet état. Donc ce qui va distinguer l'émotion de l'humeur, c'est cette réaction à quelque chose de spécifique pour l'émotion, une réaction brève, ou l'humeur, ça sera plutôt quelque chose qui n'est pas une réaction à quelque chose de spécifique et qui va durer. On peut aussi travailler sur les gens angoissés, c'est-à-dire sur des traits, des dispositions émotionnelles, des traits de personnalité, ou on appelle ça des dispositions émotionnelles. Ce qui fait aussi la difficulté à savoir sur quoi on travaille quand on dit « je travaille sur les émotions », c'est que les émotions sont multidimensionnelles ou multicomponentielles. Donc voilà en gros de quoi est constituée une émotion. Ce qu'on connaît tous, c'est ce qu'il y a en haut du graphique, c'est-à-dire ce sont les sentiments. Damasio dit que le sentiment, c'est ce qu'on donne à voir aux autres. C'est ce qu'on ressent nous, c'est notre expérience phénoménologique de la réaction émotionnelle. Donc souvent, quand on parle d'émotion, on dit c'est un sentiment, mais c'est totalement incomplet. Donc le sentiment, c'est ce dont on a conscience, c'est ce on appelle avoir une émotion. C'est une expérience subjective. Mais l'émotion, c'est également une réaction automatique de l'organisme. C'est-à-dire que quand on ressent une émotion, on doit réagir. C'est que, en gros, une émotion, elle vient quand l'environnement nous demande de faire attention et de réagir, nous prévient qu'il y a soit un danger, soit une opportunité à saisir. Donc, du coup, nous sommes programmés, on va y revenir après, pour réagir. Et cette programmation, elle fait que nos muscles sont irrigués, que notre cœur accélère, notre rythme cardiaque accélère, et qu'on est tout à fait prêt à partir en courant si un ours rentre dans la salle. L'émotion, c'est aussi quelque chose de social, ça se partage, contrairement à ce qu'on pense, où les émotions, on pense que c'est complètement subjectif, c'est faux. Ça se partage parce que dès qu'on ressent une émotion, dès que l'environnement déclenche une réaction émotionnelle, on va avoir des expressions faciales automatiques. Donc ces expressions faciales automatiques, les autres les perçoivent. Les perçoivent en plus de manière automatique. Quand je dis automatique, ça veut dire que c'est non conscient. C'est-à-dire que si on vous offre un cadeau, vous allez faire un minimum un sourire, et l'autre va voir sur votre visage que vous êtes souriant. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une expression sociale pour l'émotion. Donc l'émotion, c'est ce que je ressens, c'est un corps qui se met en mouvement, même si j'en suis pas conscient. Parce que, quand je vous ai dit, ça active le rythme cardiaque, ça active aussi le système hormonal. Ça a beaucoup de modifications corporelles dont on n'est pas obligatoirement conscient. Donc, des expressions faciales que les autres décodent, des postures que les autres décodent de manière automatiquement, donc de la communication. Mais l'émotion, c'est aussi très lié à la motivation. D'ailleurs, il y a des racines étymologiques communes entre motivation et émotion. Donc l'émotion, c'est ce qui va nous conduire à revoir nos plans. C'est-à-dire que si nous sommes en train de discuter et aussi en train de traverser une route et qu'on entend un bruit de frein, tout simplement, on a peur et on change nos plans. C'est-à-dire qu'on ne traverse pas la route, tout simplement pour un exemple très basique.
Mais de toute façon, l'émotion, elle intervient beaucoup dans la prise de décision. Ça, c'est très connu maintenant au niveau, par exemple, des décisions en économie. Hein, pour les gens qui travaillent avec la bourse, c'est très étudié. Les liens entre émotion et comportement économique sont très étudiés aussi. Donc voilà, l'émotion, c'est tout ça. Ça part de je ressens quelque chose jusqu'à je décide, ça me donne envie de faire quelque chose ou ça m'empêche d'en faire une autre. Alors, je suis obligée d'être un peu rapide, mais quand même, je voulais vous préciser qu'il y avait différentes approches des émotions. La plus connue, c'est l'approche évolutionniste, c'est-à-dire que les émotions, depuis Darwin, hein, les émotions sont ce qui a permis à notre espèce de survivre, de se maintenir en vie et de se reproduire. Hein, parce que quand on est joyeux, quand on est un animal, on va être joyeux quand on va trouver le partenaire qui permet à l'espèce de perdurer. Donc dans cette approche évolutionniste, les émotions sont des réactions, des programmes hérités, c'est-à-dire des programmes biologiquement préparés par l'évolution des espèces pour répondre à des situations spécifiques. Alors, ce que dit Darwin, c'est qu'aujourd'hui, dans notre état actuel d'évolution, les émotions n'ont plus exactement les mêmes fonctions d'adaptation qu'elles ont eues à l'époque, mais il nous reste des vestiges. Par exemple, pourquoi a-t-on les mêmes watts quand on est un petit peu stressé ? Tout simplement parce que ça nous servait à grimper aux arbres dans un stade un peu moins évolué. Voilà. Il montre aussi, alors il a pris beaucoup de photos, hein, Darwin, d'animaux. C'était au 19e siècle, mais les photos existaient. Il a construit toute son argumentation sur les expressions faciales, par exemple, communes aux animaux et aux humains. Et par exemple, quand une femme est en colère, déjà elle n'est pas très jolie, c'est pas son meilleur profil, on va dire. Mais quand une femme est en colère, elle est comme une louve en colère. Elle remonte un petit peu la lèvre pour montrer ses canines, pour montrer à son mari que s'il l'embête un peu trop, elle est capable de le mordre. Ça ne se fait plus, mais regardez bien la prochaine fois que votre femme, ou que même les hommes, mais il a pris vraiment des photos de femmes pour illustrer ça, regardez bien les gens en colère et vous verrez que la lèvre découvre un petit peu les armes que nous avons dans la bouche qui sont prêtes à mordre l'adversaire. Alors, toutes ces émotions qui ont servi à l'évolution, hein, la peur, ça a servi à éviter des dangers, etc., on les appelle les émotions de base. Les émotions de base, elles sont, par définition, elles ont 4 caractéristiques. Elles sont innées. Donc, c'est-à-dire que ce sont des émotions qui ne sont pas culturelles, qu'elles sont là chez le nourrisson, chez les animaux. Elles sont communes aux nourrissons et aux humains et aux animaux. Elles apparaissent dans des circonstances universelles, c'est-à-dire que quelle que soit notre culture, et c'est ce qu'ont montré les travaux d'Ekman par exemple, la perte d'un être cher, que ce soit pour un animal ou pour un humain, quelle que soit sa culture, ça cause de la tristesse. Hein. Donc ça, c'est pour ça. Là, on est en train de voir que la tristesse, la peur, ce sont des émotions de base. Ce qu'elles ont en plus, ces émotions de base, c'est qu'elles ont des expressions universelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a peur, on a tous les mêmes expressions faciales. On a des points communs en tout cas. Et Paul Ekman a recensé un petit peu toutes les contractions de chaque muscle du visage qui correspondent à chaque émotion innée. Et quand vous arrivez dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue, hein, qu'est-ce que vous allez utiliser pour communiquer ? Les expressions faciales. Oui, c'est ça que je veux, oui, on est content. Hein. Non, c'est pas ça que je veux. Le dégoût aussi, on peut très bien dire à des gens qui nous donnent à manger quelque chose qu'on n'aime pas, même si on ne sait pas parler la langue, c'est vraiment le seul moyen qu'on ait pour communiquer avec toutes les cultures. Donc ce qu'a fait Ekman, c'est qu'il a pris lui aussi des photos d'Américains, qu'il a présentées à des tribus qui n'avaient même pas eu la télé, qui ne connaissaient rien
à la civilisation occidentale, par exemple, et il se trouve qu'on reconnaît d'une culture à l'autre la joie, la peur, la tristesse, hein, sur une photo, quelle que soit notre culture. Un autre point important, donc vous voyez qu'on retrouve un petit peu tout ce qu'il y avait aussi dans le schéma que je vous ai présenté, c'est que chaque émotion de base a des patrons de réaction physiologique spécifiques. C'est-à-dire que le rythme cardiaque ne va pas s'accélérer de la même manière pour la peur, pour la tristesse, pour chaque émotion de base. Les hormones ne sont pas les mêmes, etc., etc. À côté de... Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de Paul Ekman, mais je vous en reparlerai. Je ne sais pas si vous connaissez la série Lie to Me. Il a bien vendu son truc. On aurait dû y penser, mais bon, on n'y a pas pensé. Mais c'est vraiment, c'est Paul Ekman qui a créé le concept. Alors, à côté de cette approche très, très dominante, hein, quand même, dans le domaine des émotions, il y a une approche qu'on appelle une approche évaluative des émotions, où on défend l'idée que c'est pas vrai, qu'on n'a pas des réactions émotionnelles innées aux araignées, par exemple, hein, mais qu'on a appris à distinguer des stimuli. Enfin, ce qu'on fait, c'est que chaque fois qu'on rencontre un environnement qui peut déclencher une émotion, on va évaluer cet environnement, on va faire tout un travail cognitif. Donc il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien d'inné, tout est acquis, tout est culturel, et surtout, on évalue à chaque fois la situation. Ce qu'on donne comme exemple dans le cas des théories évaluatives, c'est un exemple où quelqu'un vous frôle, vous êtes de dos, et quelqu'un vous frôle. Ça vous fait une sensation. Vous vous retournez, c'est la personne que vous avez vraiment envie de rencontrer, voire avec qui vous avez envie d'avoir une relation. Donc là, vous vous dites « Oh, c'était agréable ». Mais vous pouvez aussi vous retourner et voir une personne que vous détestez, que vous fuyez à chaque fois que vous êtes susceptible de la rencontrer. Et là, ça vous fait « Ah, pas elle, il m'a touché, c'était dégoûtant ». Voilà, hein, donc c'est l'exemple des évaluationnistes, hein, de toutes les théories évaluatives, c'est qu'un même stimulus ne créera pas la même réaction émotionnelle chez tout le monde, ce qui est aussi vrai, hein, et que la réaction émotionnelle qu'on aura, elle va dépendre de la façon qu'on a d'évaluer l'environnement. Et puis, comme d'habitude, quand il y a des théories très, très opposées, on a ce qu'on appelle l'approche mixte, où on pense que les réactions émotionnelles, c'est à la fois c'est une combinaison de, de programmes biologiques et aussi d'évaluation donc du culturel et de l'inné qui se complètent. Alors, ce qu'on va voir, c'est que dans toutes les théories, hein, mais surtout dans la première théorie, hein, la théorie dans laquelle on considère que les émotions sont des programmes, c'est automatique, on ne peut rien faire, c'est inné. Surtout dans cette grosse partie dominante, hein, de la psychologie des émotions, nous allons voir à quel point les émotions positives ont été oubliées. Alors, donc, les émotions positives. Depuis la fin des années 90 et aujourd'hui, Barbara Fredrickson est une des personnalités les plus importantes quand on s'intéresse aux émotions positives, parce qu'elle a décidé, elle a un objectif, c'est de développer la curiosité des chercheurs envers les émotions positives. Elle est partie du constat qu'on avait un petit peu oublié, on a beaucoup travaillé sur la peur, sur la phobie, sur la colère, mais qu'on avait complètement oublié de travailler sur les émotions positives. Donc elle va proposer un modèle dont je vais vous parler, et elle a commencé un petit peu à publier des articles où elle explique pourquoi on a un petit peu délaissé les émotions positives et comment il faut et en quoi c'est intéressant de se pencher sur ces émotions positives.
Donc son but, vraiment, c'est de faire décoller, entre guillemets, la recherche sur les émotions positives. Parce que si je vous mets au défi de trouver, avant les années 2000, beaucoup d'articles scientifiques sur les émotions positives, vous en trouverez très peu. Par contre, on a énormément d'articles sur les émotions négatives. Et aussi, ce sont souvent des femmes qui s'occupent des émotions positives. Alors, pourquoi une marginalisation des émotions positives ? Tout simplement parce qu'elles sont peu représentées en nombre dans les émotions de base. Les émotions de base, donc Ekman, il n'y en a jamais beaucoup, on va jusqu'à 10 grand maximum, mais Ekman liste donc la colère, le dégoût, la peur, la tristesse, la surprise. La surprise, elle peut être à la fois positive et négative. Et la joie, c'est la seule émotion positive qui a été étudiée par les chercheurs avant les années 2000. Ensuite, le problème pour les émotions positives, c'est qu'elles n'ont pas de différenciation au niveau des expressions faciales. Vous vous souvenez que dans les émotions de base, à chaque émotion de base doit correspondre des expressions faciales spécifiques et aussi, on verra, des réactions physiologiques spécifiques. Or, toutes les émotions positives, donc vous voyez un petit peu comment Ekman voit tous les muscles et est capable de repérer avec un logiciel l'émotion que vous ressentez parce qu'il connaît chaque muscle qui est activé par chaque émotion. Et pour la joie et toutes les autres émotions positives, malheureusement, on a toujours le sourire. Donc ça ne permet pas, si vous voulez, c'est pas une émotion qu'on peut facilement distinguer et on ne peut pas très facilement distinguer les émotions positives entre elles, alors qu'on y arrive très bien pour la colère, le dégoût, la peur et la tristesse. Ensuite, on a un souci avec le sourire, et on le connaît tous, c'est que le sourire, il peut être forcé ou il peut être vraiment naturel. Et donc, ce n'est pas un vrai signal. Quand on est dans les théories innéistes et évolutionnistes, ça ne sert pas à grand-chose aussi dans la communication, le sourire, parce qu'on ne sait jamais si on a affaire à un vrai ou à un faux sourire. Enfin, on ne sait jamais, on va le voir plus tard qu'on peut le savoir. Donc, vous avez le sourire forcé et le sourire sincère à côté, qu'on appelle le sourire de Duchenne, le vrai sourire. La seule différence qu'on va trouver, c'est au niveau des muscles des yeux, qu'il y a une différence, qu'on ne peut pas on ne peut pas simuler un vrai sourire, c'est impossible, parce qu'il va nous manquer la contraction au niveau des muscles des yeux qui est particulière au vrai sourire. Donc voilà, les émotions positives, pas très intéressantes parce qu'elles sont peu nombreuses, donc ça n'intéresse pas vraiment les chercheurs. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'expression faciale distincte et en plus, on peut très bien simuler un sourire, simuler une expression faciale émotionnelle. Il n'y a pas non plus, comme on l'a pour les émotions négatives, il n'y a pas non plus de réponse physiologique spécifique pour les émotions positives. Ce qui va se passer, c'est qu'à part le rire qui va changer votre respiration, on n'a pas vraiment une augmentation du rythme cardiaque qui va être différente pour la joie, l'intérêt, l'amour, l'attachement, la protection, qui sont des émotions positives. On va en voir quelques-unes. L'émerveillement est une émotion positive quand on va dans un musée ou quand on voit un magnifique paysage. Un peu moi, quand je suis arrivée à Corté par le train, j'étais un petit peu en état d'émerveillement. Voilà, donc dans les émotions positives, on en a beaucoup, mais notre corps va réagir de la même manière, quel que soit. Il n'y a pas cette différenciation physiologique que notre esprit reconnaît. Quand notre corps réagit, notre esprit sait quelle est l'émotion qu'il ressent. Alors, en plus, pourquoi on n'a vraiment pas étudié les émotions positives ? C'est parce qu'il y en a pour qui les émotions positives n'existent pas. Elles ne sont pas. C'est pareil que d'être dans un état neutre. Parce que ce qui a été important pour l'évolution de l'espèce, et ce qui est important pour nous, on croit, c'est d'éviter le danger, c'est d'éviter de mourir. Donc c'est beaucoup plus important d'éviter un danger, donc de ressentir des émotions négatives, parce que le dégoût, ça nous dit qu'il ne faut pas manger ce qu'on nous donne à manger, donc pour survivre, sinon on peut nous empoisonner. La peur, ça nous aide à éviter le danger. La tristesse, ça nous conduit à appeler à l'aide.
etc., etc. Par contre, rater un partenaire qui pourrait être un super mari, ma foi, ça ne va pas nous empêcher de vivre. Hein. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les psychologues se sont dit, mais tout compte fait, ce qui est important du point de vue de l'humain et de sa survie, de l'évolution de son espèce, à part pour la reproduction où on a un peu besoin d'émotions positives, et encore pas chez tous les animaux, mais sinon, ce n'est pas très grave de rater une opportunité. Par contre, c'est très grave de ne pas éviter un danger. Donc, on a longtemps pensé que on avait évolué de telle manière qu'il n'y avait que les émotions, enfin que les stimuli négatifs, c'est-à-dire que les environnements négatifs qui devaient être automatiquement identifiés. Par contre, ce qui est positif, c'est très proche du neutre, c'est pas très important pour l'être humain. Donc, si vous, après, quand on fait des modèles de détection des stimuli émotionnels, il y en a où dans les modèles, il n'y a que la détection des stimuli négatifs. Donc, ça a donné négatif, c'est de l'émotion, positif, c'est pareil que neutre. Alors, en plus, qu'est-ce qui se passe dans la société? Je vous rappelle que avant la psychologie positive, ce que cherchaient à faire les psychologues, c'était de rendre les gens malheureux, fous, entre guillemets, moins fous et moins malheureux. Aujourd'hui, si vous avez compris ce que c'était la psychologie positive, l'objectif, c'est de rendre les gens heureux, encore plus heureux. Ou en tout cas, de comprendre qu'est-ce qui a fait le bonheur de certains pour essayer de l'appliquer à ceux qui sont un peu plus dans le malheur. Donc, notre société nous a demandé à nous, les psychologues, Elle nous a demandé d'essayer de prendre en charge les problèmes et pas de prendre en charge le bien-être des gens. Ça, c'est maintenant qu'on fait ça. Donc, prendre en charge les problèmes des gens, c'est prendre en charge la colère, parce que la colère, ça mène à faire des crimes passionnels. Ça, il paraît que c'est mauvais pour la santé, on y reviendra. La jalousie, c'est horrible, la jalousie. Combien il y a de crimes issus de la jalousie. La tristesse, la peur, ça crée des phobies sociales, c'est gênant pour le fonctionnement social. La tristesse, c'est quand même souvent lié à la dépression, et ce sont des maladies, des pathologies qui coûtent cher à la société. Je ne veux pas être trop matérialiste, mais en général, on va nous demander de travailler sur des points, surtout chez les Américains, il y a toujours un coût financier. Les Alzheimer, il faut les prendre en charge parce que, attention, ça va nous coûter une fortune. Et là, c'est pareil, on nous a demandé de travailler sur les émotions qui pouvaient coûter cher à la société. C'est vrai que les problèmes liés aux émotions positives, il n'y en a pas beaucoup. Si ce n'est peut-être les troubles bipolaires, les addictions, la recherche du plaisir, mais il y avait aussi cette forte contrainte de la société. Donc, suite à ce constat-là, Fredrickson, pour encourager les chercheurs à travailler sur les émotions positives, elle a proposé que les émotions positives, elles n'étaient pas inutiles, elles n'étaient pas un petit supplément comme ça, qui n'était pas nécessaire à la survie de l'espèce. Au contraire, elle propose que les émotions positives vont élargir notre répertoire de pensée. Et vous allez voir toutes les études que je vais vous montrer qui vont un petit peu corroborer ça, et qu'elles nous aident à penser beaucoup mieux. Et en plus, elles nous aident à nous construire personnellement. Donc, elle a mis au point, je l'ai mis 2 fois, le modèle Broaden and Build. Broaden pour élargir et Build pour construire. Donc, c'est bien qu'elle ait lancé, c'était un modèle complètement théorique. Alors, pourquoi elle a pensé à élargissement du répertoire de pensée? C'est parce que ce qu'on a toujours dit sur les émotions négatives, c'est que quand on les ressent, ça nous arrête. C'est-à-dire, on est en train de faire quelque chose, et puis l'ours rentre dans la salle. Je pense que j'arrête de vous parler, que vous arrêtez de m'écouter, et qu'on s'en va. Donc, les émotions négatives, elles étaient connues pour arrêter le comportement en cours face à l'urgence qu'il y avait devant nous, et en plus, elle focalisait l'attention sur ce qui était dangereux. Si quelqu'un vous menace avec une arme, vous n'allez pas dire « Oh, il y a des jolies fleurs derrière toi, c'est superbe ». Donc, on est focalisé sur ce qui nous fait peur, sur ce qui constitue un danger pour nous. Quand on est très triste, on est focalisé sur ce qui nous rend triste, sur la perte d'un individu, par exemple.
Or, du coup, elle s'est dit, mais si on ne peut pas comprendre les émotions, c'est parce qu'on essaye de penser que les émotions positives, elles ont le même rôle de focaliser notre attention, de nous arrêter dans ce qu'on est en train de faire. Donc, elle a proposé de concevoir qu'au lieu de focaliser notre attention, d'arrêter nos comportements pour répondre à une urgence, les émotions positives, elles allaient permettre de voir plus grand, d'être plus créatif, d'évoluer aussi en tant qu'espèce, et de construire aussi la personne, mais aussi l'espèce. Une fois qu'elle a lancé ça, donc ça c'était dans les années, je pense que cet article est de 1998, eh bien il a fallu faire des démonstrations de ce qu'elle proposait. Est-ce que c'est vrai que les émotions positives élargissent notre répertoire de pensée et est-ce que c'est vrai qu'elles nous construisent ? Alors, je vais prendre quelques exemples qu'elle prend d'émotions positives. On va commencer par l'émotion de base la plus connue, la joie. Donc, quand on est joyeux, un enfant est particulièrement joyeux, on va avoir ce qu'on appelle comme tendance à l'action. Alors, dès qu'on a émotion, on parle de tendance à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une émotion va déclencher comme réaction. C'est ce que je vous disais quand je vous présentais l'émotion, c'est du ressenti, mais c'est aussi passage à l'action, prise de décision. Donc, quand vous avez un danger, vous partez en courant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes joyeux ? Et la tendance à l'action à laquelle on a pensé, c'est ce qu'on a appelé l'activation libre, et c'est aussi ce qu'on appelle le jeu, l'exploration. C'est-à-dire que quand on est dans un état joyeux, on peut avoir des idées qu'on n'aurait jamais eues quand on n'était pas dans un état joyeux. Donc, la joie va déclencher le jeu, l'exploration, l'invention, ce qu'on connaît chez nos enfants, mais qu'on voit aussi chez les petits, les bébés animaux. Ils jouent beaucoup et ça leur permet de faire des acquisitions qui seront fondamentales pour sa vie plus tard. Autre type d'analyse, c'est l'intérêt. Donc l'intérêt, par contre, a un peu le même patron de tendance à l'action que les émotions négatives. L'intérêt, ça va nous conduire à faire attention. Ah, il y a quelque chose qui m'intéresse, donc je vais focaliser mon attention sur ce qui m'intéresse. Mais aussi, ce que rajoute Fredrickson, c'est que ça va conduire à l'exploration, l'intérêt. Ah, tiens, j'ai entendu un bruit d'eau, tiens, je vais voir, ah oui, en effet, il y a une rivière. Et elle va jusqu'à dire que l'intérêt, c'est ce qui a permis aux espèces, mais aussi de survivre et de se développer, de trouver des grottes pour vivre, de trouver des nouveaux territoires pour s'alimenter, etc. Donc elle dit, c'est tout aussi fondamental que d'échapper face à un ennemi. La satisfaction, quand on est très content de nous, qu'on a vraiment bien fait quelque chose, qu'est-ce que ça va déclencher ? Ça va déclencher l'inactivité. Mais l'inactivité, ce n'est pas négatif en soi. On ne va rien faire, on va cesser toute vigilance, tout simplement pour savourer. Et savourer, on verra que c'est aussi important, on l'a vu tout à l'heure, une vie heureuse, c'est une vie où on ressent des émotions positives, mais aussi où on est capable de les savourer. Donc voilà, elle s'amuse comme ça. Enfin, s'amuse. Elle a fait comme ça une liste de plein d'émotions, l'amour, je vous disais l'émerveillement, où elle essaye un petit peu de voir quelle fonction ça aurait pu avoir pour l'évolution des espèces, pour répondre à toute cette grande théorie d'émotions innées, d'émotions de base, où on pensait qu'il n'y avait que la joie, parce que c'était que la joie qui avait servi à l'évolution des espèces. Et elle essaye de montrer que non, il y a d'autres émotions positives qui ont servi à l'évolution des espèces. De toute façon, ce qu'on a fait en psychologie des émotions, c'est qu'on a d'abord étudié les émotions positives versus négatives. Et aujourd'hui, les chercheurs cherchent vraiment à étudier chaque émotion de manière spécifique. Ça, c'est aussi très nouveau. C'est-à-dire qu'on va travailler que sur l'empathie, on va travailler que sur la peur. On va arrêter de dire que peur, tristesse, colère, ce sont des émotions négatives et que donc on peut dire la même chose sur toutes ces émotions-là. Elles ont les mêmes effets sur la cognition, elles ont les mêmes effets sur la santé. Ça, c'est un gros travail qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait ce que font les émotions positives globalement et négatives globalement, mais on s'aperçoit que tout compte fait, dans la classe des émotions positives ou dans la classe des émotions négatives, on a un peu fait des regroupements un petit peu sauvages et qu'il va falloir aller revoir
toutes les conclusions sur les émotions négatives focalisent l'attention. C'est pas systématiquement vrai, pas pour toutes. Donc on refait tout un travail, on regarde chaque émotion. On appelle ça une approche discrète des émotions, aujourd'hui en psychologie des émotions. Alors maintenant, on va un petit peu, je vais vous donner des exemples de mise à l'épreuve expérimentale des propositions de Fredrickson. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avant elle, il y en avait d'autres qui avaient travaillé. Donc on va voir tous les bienfaits des émotions positives sur le fonctionnement cognitif. Alors je ne peux pas tout vous faire parce qu'il y a énormément, on publie énormément là-dessus. Je vais vous présenter quelques petits résultats sur l'attention, la mémoire. Et surtout les travaux d'une pionnière en la matière que on citait tout le temps, mais aujourd'hui on reprend ces travaux, on est conscient des découvertes qu'elle avait faites. Donc la première, et c'est encore une dame, qui a travaillé sur l'influence des émotions positives. Alors elle distinguait pas chaque émotion positive, qui a travaillé sur l'influence des émotions positives sur le fonctionnement cognitif, c'est Alice Isen, et elle a travaillé dans les années 80. Alors, ces expériences, c'était toujours à peu près le même principe. Il y avait une induction d'humeur. C'est vrai que quand on travaille sur les émotions, soit on prend des personnes chez qui qu'on a mis de bonne ou de mauvaise humeur, soit on leur présente des informations émotionnelles. C'est-à-dire soit on travaille sur la personne, soit sur l'émotion de la personne, soit on travaille sur les caractéristiques émotionnelles de l'environnement. Donc elle travaillait sur l'état émotionnel de la personne et elle travaillait donc avec ce qu'on appelle les techniques d'induction d'humeur. Aujourd'hui, on va dire induction d'émotions puisqu'on va induire des émotions spécifiques et pas une humeur un petit peu diffuse. Mais elle travaillait sur de l'induction d'humeur positive et de manière très simple. Elle offrait tout simplement des bonbons aux gens qui venaient passer ces expériences. Elle leur lisait des bandes dessinées, elle leur montrait des vidéos techniques qu'on utilise énormément aujourd'hui. On peut vous faire écouter une musique à ce qui vous met de bonne humeur, vous lire une liste de mots, paradis, amour, soleil avec la pluie qui adore, et ça met un petit peu de bonne humeur les participants. Ensuite, elle leur faisait faire plein de tâches, puisque son but c'était aussi de montrer que les émotions vraiment élargissait notre champ de compétences et elle leur faisait faire des petites tâches. Alors, première tâche qu'elle faisait faire, c'était la tâche d'association. Tâche d'association, c'est si je vous dis émotion, donnez-moi le premier mot qui vous vient à l'esprit. Comme ça fait un moment que je vous parle, ça va peut-être pas être spontané, mais si je vous dis véhicule, essayez tous de mettre dans votre esprit un mot pour véhicule. Donc, ce qu'elle a remarqué, c'est que quand les gens étaient d'humeur positive, eh bien, ils donnaient des associations un peu moins classiques. Je ne sais pas ce que vous avez dit à véhicule. Il y en a un qui a une idée qu'il croit originale. Alors, je vais vous dire ce qui sortait dans l'esprit. Véhicule automobile, Maserati, très créative. Mais voilà, il y a des gens qui disaient chameau, dromadaire, montgolfière. Voilà. Hein. Donc, quand on est d'humeur positive, on va donner plus d'associés et beaucoup plus variés. Hein. On va être moins dans des exemplaires dits prototypiques. Autre travaux qu'elle a menés, c'est sur la catégorisation. Elle a montré que les gens, alors elle compare toujours à une humeur neutre, pas à une humeur négative, c'est vraiment une dame qui s'est intéressée qu'aux émotions positives. Quand on demande à des gens qui sont induits, donc avec, vous arrivez, on vous donne 10 € chacun, je pense que ça vous met de bonne humeur. Et elle demandait de faire des tâches de catégorisation, donc de ranger ensemble des choses qui allaient ensemble. Eh bien, les gens qui sont de bonne humeur vont mettre ensemble des exemplaires qui sont un peu plus éloignés que d'autres, mais ils vont aussi être capables de faire de trouver plus de différences si on les invite à trouver des différences que des gens qui sont dans une humeur neutre. Donc, des associations beaucoup plus créatives, plus variées, des catégorisations beaucoup plus flexibles dans le sens où on peut élargir les classes, mais où aussi on peut très bien mieux restreindre les classes, mieux exclure des exemplaires qui ne rentrent pas dans la classe. Alors, on a aussi, ça c'est intéressant quand on est enseignant, mais elle a aussi montré que quand on était d'humeur positive et qu'on nous donnait à résoudre une tâche complexe, on allait la trouver plus intéressante que si on était dans une humeur neutre. Donc quand on a des exercices un peu compliqués à faire à des élèves, ça vaut peut-être le coup de les mettre de bonne humeur.
Là où c'est assez rigolo, et ça a été utilisé, les Américains, ils aiment beaucoup ces recherches-là, c'est sur la variété des choix. Elle fait rentrer les gens dans un fast-food, après, pareil, les avoir récompensés, leur avoir donné un petit cadeau. Vraiment, c'était sa technique préférée, c'était le petit cadeau. C'était des petits sachets de bonbons que les enfants donnent après les anniversaires. Mais là, on le donnait aux adultes, aux jeunes étudiants, et on les fait rentrer dans un McDo, et on s'aperçoit, enfin, elle s'est aperçue qu'ils avaient des choix beaucoup plus variés que des participants comparables à qui on n'avait pas fait de petits cadeaux avant. Alors là, peut-être qu'elle ne donnait pas des bonbons, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est utilisé parce qu'on s'aperçoit que les gens de bonne humeur vont se composer des menus beaucoup plus équilibrés et plus variés que des gens d'une humeur neutre. Comme je vous dis, elle n'a jamais travaillé sur le négatif. Et pour la créativité, je vous ai présenté 2 tâches très classiques pour voir un petit peu si vous êtes créatif et de bonne humeur. C'est le test de la bougie. On fait rentrer un participant je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais on fait rentrer un participant dans une salle, on lui dit voilà, tu disposes d'une boîte d'allumettes, d'une boîte de punaises et d'une bougie, et il y a un tableau en liège, et on dit au participant, tu dois accrocher la bougie sur le mur, mais quand même, on ne veut pas que la cire tombe sur la table qui est dessous. Alors là, je ne sais pas si vous avez tout de suite trouvé la solution. Il y en a qui essayent de faire fondre la bougie pour la coller au mur. Il y en a qui essayent de punaiser la bougie. Et la solution est toute simple, il faut être créatif, il faut vider la boîte de punaises, mettre la bougie dessus et l'attacher au mur. Et là aussi, eh bien, les participants qui sont de bonne humeur y arrivent presque systématiquement, alors que les autres vont vraiment créer des stratégies qui sont peu efficaces. Vous aviez tous trouvé, je pense. Alors, je continue à vous mettre au défi. C'est une tâche où il faut trouver le quatrième mot qui va bien avec les 3 premiers. Donc, cou, nez, terre, il faut trouver le 4e mot. Là aussi, les gens de bonne humeur réussissent mieux que les gens d'humeur neutre. Ouais. Il faut trouver vraiment, je prends le dernier, chemin, santé, cheval. Ça ne vous fait pas penser à un 4e mot qui est commun? Faire, j'ai entendu. Faire. Qui c'est qui a dit faire? Vous êtes de bonne humeur? Pas vraiment en plus. Voilà. En tout cas, quand on est de bonne humeur, on va trouver. Alors le premier c'est pied. Le deuxième c'est un essai. Bien. Voilà des gens de bonne humeur qui sont créatifs. Et les autres, ils trouvent pas. Ils sont un peu comme nous, on va dire. Compte-gouttes, voilà. Compte en banque et compte rendu. Donc ça, c'était les travaux d'Eason qui s'étaient faits dans les années 80-90 et qui ont été un petit peu oubliés parce que, comme je vous le disais, on négligeait les émotions positives. On avait plutôt tendance à étudier les émotions négatives. Alors, les émotions négatives, au niveau émotion et attention, c'était très simple pour les chercheurs aussi jusqu'aux années fin 90. C'était très simple. L'émotion, ça focalisait l'attention, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'effet Easterbrook. Easterbrook, c'est que quand on est menacé par une arme, et surtout quand on travaille sur les témoignages oculaires de victimes d'agression, ils n'arrivent jamais à décrire leur agresseur parce que, par contre, ils sont capables de vous dire presque la taille du diamètre de l'arme qu'ils avaient face à eux. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux en criminologie sur le rôle des émotions dans le témoignage. C'est pour ça que je vous disais, j'ai beaucoup trié parce qu'il y a plein de choses à raconter. Ça intéresse beaucoup de domaines, les liens entre émotion et cognition. Donc, on pensait vraiment que toutes les émotions, même les positives, focalisaient l'attention. Et, comme je vous l'ai proposé Fredrickson, on propose aujourd'hui que, par contre, les émotions positives, c'est pas négligeable, élargissent notre focus attentionnel. Et plus on est capable de faire attention à des choses en même temps, plus on est capable de mémoriser des éléments. Donc quelqu'un qui est de bonne humeur, normalement, devrait être capable de vous raconter comment est la forêt, alors que quelqu'un qui est de mauvaise humeur, lui, va s'intéresser à un arbre et un seul. Donc
les expériences qui ont été faites là-dessus, donc vous voyez, c'est 2005. Il y en a quelques-unes toujours avant, mais qui ont été tellement seules qu'elles n'ont pas été trop mises en valeur. Donc, toujours beaucoup de travaux avec induction aujourd'hui. Donc, on induit par vidéo plusieurs types d'émotions. L'amusement, alors c'est une vidéo, les vidéos durent 2 minutes, ça suffit pour mettre les gens de bonne humeur. Donc l'amusement, bon, c'est un film où il y a des petits pingouins. Je vous ai mis ça parce qu'après sur le graphique, il y a pingouin qui revient. Il y a de la sérénité, de la colère, de la peur. Il y a une induction neutre où on présente à des gens pendant 2 minutes, vous savez, les écrans qu'il y a quand on met de la musique, hein, des ellipses. Et ensuite, ça c'est très intéressant, il y a une tâche de répertoire d'action. Donc, le sujet arrive, enfin, les personnages, les participants arrivent, on les met face à une vidéo et ensuite on leur demande, ça c'était intéressant, mais ça c'est Fredrickson qui a pensé, et maintenant qu'aimeriez-vous faire? Ils doivent faire une liste, ils ont jusqu'à 20 possibilités de réponses. Donc, il y en a qui vont écrire aller boire un café, il y en a qui vont écrire rien, hein, voilà. Et ça, vous verrez, c'est juste pour montrer que ça élargit aussi le répertoire d'action. Ensuite, deuxième phase, on leur fait cette épreuve dans laquelle on a une forme de référence et on leur demande de choisir quelle est la forme en dessous, de gauche ou de droite, qui est la mieux associée à la première. Si vous choisissez, pour ce premier exemple, si vous choisissez les 3 triangles, vous allez faire ce qu'on appelle un traitement global, c'est-à-dire que vous voulez associer les éléments sur la base de leur forme. Si vous choisissez la forme de droite, c'est que vous allez faire un traitement local. Ce qui compte pour vous, c'est qu'il y ait des carrés, d'accord? Donc c'est soit la forme globale qui vous intéresse, donc vous avez un traitement global des informations, soit la forme locale, et du coup vous ne donnez pas les mêmes réponses. Donc l'hypothèse que fait Fredrickson, c'est que on va traiter de manière beaucoup plus globale les choses quand on est d'humeur positive que quand on est d'humeur négative. Alors d'abord, qu'est-ce qu'elle obtient sur les actions? C'est quand même assez intéressant de voir qu'on a beaucoup plus envie de faire des choses. Il y a plus d'actions qui sont citées par les sujets qui ont vu le film amusant, le film sur l'émerveillement. Au milieu, vous avez les sticks, ce sont les ellipses, et en dessous, vous avez les 2 émotions négatives. Et en plus, quand on fait une analyse qualitative des actions proposées par les gens de bonne humeur, ce sont des actions qui vont vers l'extérieur, c'est sortir, c'est aller au cinéma, c'est aller voir des gens, alors que les actions citées par les gens qui sont dans une humeur négative sont des actions rester devant la télé, rester à la maison, etc. Donc déjà, on n'a pas les mêmes envies suite à un film positif que suite à un film négatif. Donc si on veut un petit peu motiver ces enfants à faire des choses, il vaut mieux leur montrer des films positifs que des films négatifs. Et qu'est-ce que ça donne au niveau du traitement? Ça donne que les émotions positives donnent lieu à une majorité de réponses globales, alors que les émotions négatives, mais pas toutes, hein, puisque vous avez celles sur la peur, hein, l'accident de montagne en bas, qui vont donner lieu à des traitements plutôt locaux. D'accord? Voilà. Autre tâche sur l'attention. Donc toujours Fredrickson, hein, vous voyez, elle travaille énormément. C'est une tâche d'induction et on va cette fois-ci regarder la flexibilité attentionnelle. C'est-à-dire, est-on capable de bien déplacer son attention quand on est dans une humeur positive par rapport à une humeur neutre ou une humeur négative. Donc là, l'induction d'humeur, elle se fait tout simplement par la lecture de phrases positives ou de phrases négatives accompagnées en plus d'une musique qui est connue pour induire des humeurs positives ou d'une musique qui est connue pour induire une humeur négative. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle va travailler pour voir si elle a bien induit une humeur positive, elle va enregistrer la fréquence des vrais sourires, des sourires de Duchesne, pendant que les gens lisent les phrases. Alors les phrases, elles sont vraiment sympas, du style « tu es merveilleux, tu es le plus beau, tu es le plus fort ». Et de l'autre côté, les gens qui sont négatifs, de toute façon, tu es toujours nul, tu rates tout ce que tu fais, etc. C'est sûr que ceux-là, ils ne vont pas sourire beaucoup. Donc on fait cette tâche-là et on enregistre les sourires.
Ensuite, une fois qu'on a fait l'induction d'humeur, on va faire une tâche de flexibilité attentionnelle toute simple. Vous avez une cible ici figurée en rouge et vous avez 2 écrans et le sujet le participant devra appuyer sur la touche de gauche ou de droite dès que la cible apparaîtra dans un des 2 écrans. Sauf qu'on va utiliser ce qu'on appelle une amorce, un indice. On va préactiver, c'est-à-dire on va attirer l'attention sur l'écran de gauche ou sur l'écran de droite. Et des fois, à gauche, ça sera pertinent, c'est-à-dire on saura aller voir à gauche et la cible va apparaître à gauche, ou des fois, ça ne sera pas pertinent. Alors, si vous avez envie, je vous invite à regarder ce que ça donne comme possibilité. Là, c'est bon, vous aviez regardé au bon endroit, il ne faut pas de flexibilité attentionnelle. Par contre, si la croix est de l'autre côté et qu'ensuite la cible apparaît à gauche, là, vous êtes obligé de vite reporter votre regard de l'autre côté et surtout vous préparer à appuyer sur la bonne touche, la touche de gauche. Donc, ça prend un peu de temps, cette flexibilité. Eh bien, ce dont on s'aperçoit, donc, bon, le graphique est un petit peu difficile à lire, c'est que lorsque le sourire est fréquent, donc c'est-à-dire le plus à droite, vous avez carrément, les gens vont c'est en négatif, mais ça ne consomme aucun temps aux participants pour changer, pour ne pas se faire avoir par une amorce, un indice qui n'était pas cohérent. Voilà, donc j'ai fini avec les exemples sur l'attention et je vais vous présenter un petit peu des exemples maintenant sur la mémoire. J'en présenterai 2. Alors j'en profite pour un petit peu présenter une de mes recherches conduite avec une de mes collègues. Donc, c'est une recherche sur les performances de mémoire chez les enfants. Alors là, on n'induit pas d'humeur, ça on va le faire bientôt, mais tout simplement, on va demander aux enfants de mémoriser des listes de mots. C'est une situation qu'ils connaissent à l'école, ils doivent apprendre du vocabulaire. Donc, soit des mots qui seront, entre guillemets, connotés positivement, qui renvoient à quelque chose de positif, soit des mots neutres. Donc, il y a 2 études. Alors, il y a beaucoup de choses sur la diapo, c'est juste pour vous montrer à peu près quel âge ça concerne. Ça concerne des enfants de 7 ans et de 9 ans, à qui on va faire soit du rappel libre, on leur fait apprendre une liste, c'est pas énorme, de 8 mots positifs qu'ils doivent rappeler, puis une liste de 8 mots neutres qu'ils doivent rappeler. On leur dit juste, rappelle-moi les mots que je viens de te lire. Entre-temps, ils ont fait quand même un petit puzzle, un petit jeu d'une petite tâche distractrice. Et dans la 2e étude, là, on leur fait apprendre une liste de 50 mots émotionnels. Bon, bien sûr, des fois, il y en a qui commencent par l'émotionnel, des fois par le neutre. Une liste de 50 mots neutres. Et ensuite, ils doivent reconnaître ces mots parmi autant de mots qu'ils n'ont jamais vus. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a utilisé, c'est pour ça que c'est assez original, on a utilisé des mots qui sont émotionnel, mais pour les enfants, pas pour les adultes. C'est-à-dire qu'on a fait tout un travail pour savoir ce qui était positif pour un enfant ou ce qui était neutre. Donc, vous voyez que ce qui est positif n'est pas parti pour un enfant de 7 ans, n'est pas particulièrement positif pour nous, puisque vous avez agneau, bain, balançoire, balle, bonbon, cacahuète, cadeau, carotte. Ce sont des mots positifs pour les enfants. Pas trop pour les adultes. Le plus positif, par exemple, pour les garçons de 7 ans, c'est sandwich. Et on leur a proposé amour, maman, bonheur, etc. Mais les garçons, ils sont spéciaux quand même. Le mot le plus négatif pour un garçon de 7 ans, ce sera jupe. C'est horrible pour eux, il n'y a pas pire. C'est pire que cadavre presque, mais bon. Donc ça c'est important pour ceux qui voudraient travailler sur les enfants. Ils n'ont pas du tout la même perception de ce qui est émotionnel que nous. Pour les enfants, il y a beaucoup de choses positives, très peu de choses neutres et encore moins de choses négatives. Il n'y a pas grand-chose. Tout est beau pour eux, c'est magnifique. Et quand on leur dit, mais pourquoi tu aimes bien le mot plafond ? C'est important quand il pleut. C'est super le plafond. Bon, d'accord, voilà. Et le sandwich, c'est bon aussi. Donc, il y a beaucoup, vous voyez, d'animaux et de fruits. Ça change un petit peu chez les garçons, chez les 9 ans, mais on utilise toujours le matériel spécifique à chaque âge. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat ? En jaune, en orangé, vous avez les mots positifs et c'est toujours significatif. On leur fait apprendre autant de mots, on surcharge autant la mémoire, mais ils vont rappeler plus de mots positifs que de mots neutres. Et en reconnaissance, même chose, sauf qu'en reconnaissance,
vous pouvez faire des bonnes reconnaissances et des fausses reconnaissances. C'est-à-dire, si je n'ai jamais présenté le mot chaise et qu'un enfant dit si, il était dans la liste, ça s'appelle une fausse reconnaissance. Donc, qu'est-ce que ça donne en reconnaissance? Exactement la même chose, et ce ne sont pas les mêmes enfants, hein, de meilleures performances sur les bonnes réponses. Ah, ça, c'est pas inscrit, les fausses réponses. C'est un tout petit après. Hein, on a aussi moins de fausses reconnaissances quand les mots sont positifs que quand ils sont neutres. Donc, ça veut dire qu'ils ont un souvenir assez précis, l'air de rien, de ce qui est émotionnel par rapport à ce qui est neutre. Un autre résultat moi, c'est vraiment une étude qui me plaît beaucoup. Ce sont des travaux menés par Nielsen, l'équipe de Nielsen, qui travaillent vraiment. Eux, ils mesurent le taux d'hormones, etc. Ils ont une théorie très biologique de l'inscription en mémoire. Donc, eux, ils font toujours ça. Ils font apprendre quelque chose de neutre. Ça, c'est important aussi pour tous ceux qui se destinent à l'enseignement. On fait apprendre quelque chose, même quand on révise aussi un cours, hein, pourquoi pas. En général, c'est plutôt neutre, c'est pas complètement positif. Hein. Donc, on fait apprendre une liste de 30 mots neutres à des gens. Et ensuite, on fait faire un rappel immédiat. Dans une première étude, que je ne vais pas encore détailler ici, mais dans une première étude, ce qu'ont fait Nielsen et ses collègues, c'est qu'ils ont montré des vidéos aux gens, une vidéo positive ou une vidéo négative ou une vidéo neutre, et ils les ont revues une semaine après. Eh bien, les gens qui avaient vu la vidéo positive avaient de meilleures performances que les deux autres groupes. Donc, même si c'est après l'apprentissage qu'on intervient sur l'humeur, donc moi je vous conseille quand vous révisez, ensuite allez faire une bonne fête, mais pas trop alcoolisé pour vos neurones, et vous verrez que vous retiendrez mieux votre cours que si vous faites quelque chose de triste. Hein. Donc là, c'est encore plus fin ce qu'ils ont fait. Ils ont manipulé la récompense, parce que la récompense, les émotions positives, on verra, activent le système de récompense. Donc ils ont fait 4 conditions de récompense. Donc les gens apprennent une liste de mots neutres, ils font un rappel tout de suite pour voir quelle est leur performance de mémoire. 30 mots, ça va, c'est faisable. Et ensuite, il y en a certains à qui on dit... vous avez participé à l'expérience, vous méritez $1. C'est pas énorme, $1. Hein. Les autres, on leur dit, donc il y a 4 conditions, on leur dit, vous avez participé à l'expérience, vous méritez $1, mais on vous les donnera la prochaine fois, quand vous allez revenir dans une semaine. Le troisième groupe, on leur dit, vous avez bien travaillé, vraiment, vous avez rendu un grand service à la science, vous êtes quelqu'un de bien, de fiable, etc. Et le dernier groupe, on leur dit rien, on leur dit merci, à la semaine prochaine. Et on fait un rappel différé la semaine d'après. Alors, les résultats vont être un petit peu difficiles à voir. Donc, au début, vous voyez je m'approche, là, sur les 4 premières barres, c'est le rappel immédiat pour les 4 groupes. Aucune différence significative. Au départ, les gens ont les mêmes performances. Ensuite, il y a un rappel différé pour 4 groupes. Alors, le groupe contrôle, qui a les performances les plus basses, à qui on a tout simplement dit merci. Ensuite, il y a le groupe intrinsèque, c'est ceux à qui on a dit « vous êtes géniaux, vous avez participé à la science et tout », ça leur a pas beaucoup amélioré leur performance. Mais par contre, les groupes à qui on a donné $1, et c'est pas beaucoup, ou à qui on a promis $1, c'est-à-dire les post-it, hein, c'est prévu, eux, ils sont meilleurs, que ça soit en rappel ou aussi en reconnaissance. Donc, tout simplement, donner une récompense, alors c'est pour ça que peut-être que les maîtresses, elles donnent aussi des bons points et des images, ça a un effet réel sur les performances physiques. Et cet auteur, je vous disais, il travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la consolidation hormonale, c'est-à-dire que l'émotion déclenche des hormones qui viennent consolider les traces mnésiques. Donc, il a aussi des preuves hormonales hein, de cet effet. Il va retrouver une explication de cet effet dans l'inscription dans le taux d'hormones des participants positifs versus neutres. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu que les émotions positives, c'était bon pour notre intellect hein, et que... J'ai pas fini. Hein, et que vous y penserez un petit peu, au moins pour vous-même. Maintenant, on va rapidement aborder les bienfaits des émotions positives pour la santé. Alors, quand on parle, là aussi, je vais recadrer dans le cadre de la psychologie positive, et bien sûr que dans la même mouvance, il y a ce qu'on appelle la santé positive, hein, c'est lié. Donc, quand vous êtes en santé positive, que vous avez devant vous des patients, vous allez parler de leur santé, alors que quand on est dans la forme classique médicale, on va parler de maladie.
Quand on va parler de troubles ou de compétences, ça j'espère que vous avez compris, on va essayer de guérir les gens ou on va essayer de les aider à s'épanouir. On va travailler sur des personnes malades ou on va travailler sur tout le monde quand on fait de la santé positive. C'est un peu ce qu'on fait dans notre laboratoire à Montpellier. Alors, les émotions positives et la santé, tout est parti d'une étude qui date de 2001. C'est pour ça que c'est assez récent et qu'on va prendre tout ça avec beaucoup de précautions. Donc, c'est une étude longitudinale qui porte sur des jeunes religieuses. On a récupéré leurs écrits. Et dans leurs écrits, on a compté juste le nombre de mots positifs, le nombre d'évocations d'émotions positives. Et on s'est aperçu que les religieuses qui avaient écrit beaucoup de choses positives dans leurs lettres quand elles avaient 18, 20 ans, étaient celles qui avaient vécu le plus longtemps. Et il y a même une différence de 10 ans de vie. C'est-à-dire que les religieuses qui écrivaient des lettres très joyeuses au début de leur engagement ont vécu 10 ans de plus que celles qui n'avaient pas ça. Alors les Américains disent, vous vous rendez compte, il y a plus de différence d'écart de longévité qu'entre fumeurs et non-fumeurs. Mais bon, après ça, c'est à prendre avec précaution. Donc cette étude-là, elle a vraiment aussi déclenché, alors je ne vous présenterai pas tout ce qu'on fait aujourd'hui sur émotions en positive et santé, mais elle a déclenché beaucoup de conférences de recherche sur, par exemple, le sourire. Et le sourire, un super pouvoir, ça c'est pour faire un petit clin d'œil à Ron Gutman, qui lui c'était une conférence qu'il a fait en 2011, raconte un petit peu que dans sa vie, et on est un petit peu tous comme ça, il avait cherché à être un héros. Un super-héros. Il avait cherché son super-pouvoir dans les bandes dessinées quand il était petit, Superman, Spider-Man, enfin, il voulait vraiment être un héros. Et puis, la recherche que je viens de vous présenter et d'autres lui ont fait comprendre que le pouvoir, c'était le super-pouvoir dans la vie, c'était le sourire. Et notamment cette étude de 2010 qui a montré encore une fois un lien entre le sourire et la longévité. Alors peut-être que vous en avez entendu parler. Ils ont pris des photos, vous savez, les images que collectionnent les enfants, les garçons de joueurs de foot. Ben, eux, ils ont pris, c'est aux États-Unis, les joueurs de baseball. Et ils ont regardé jusqu'à quel âge vivaient les joueurs de baseball qui étaient souriants, mais avec le sourire de Duchesne sur la photo, c'est-à-dire le vrai sourire, des gens qui n'étaient pas souriants ou des gens qui faisaient le sourire, bon, Ouistiti pour la photo, donc pas le vrai sourire. Et bien vous allez voir les résultats, ils sont quand même assez assez importants. 72,5 ans de durée de vie quand on ne sourit pas sur une photo. Donc j'espère que vous avez souri sur vos photos quand vous étiez petit. Si vous faites un sourire faussé, ça sert quand même. Alors après, c'est de la corrélation. Est-ce que ça prédit tout? Vous arrivez vous arrivez autour de 75 ans, alors que tous les joueurs qui avaient le vrai sourire sur la photo, le sourire de Duchesne, ils vivent presque jusqu'à 80 ans en moyenne. Donc il s'est dit, mais le sourire, c'est un super pouvoir. Et pour lui, il a découvert le super pouvoir. Et en plus, il le vend. C'est vrai que c'est gratuit, le sourire, donc ça, c'est pas mal. Et il le vend parce qu'il dit, c'est quand même inné le sourire. Puisque même les fœtus sourient. Donc tout le monde est capable de sourire. Tout le monde est doté de ce super pouvoir. C'est pas à peine d'être Superman ou Spider-Man ou Wonder Woman ou Dieu seul sait qui. On a tous ce sourire. Il est inné. Il est observé même chez les aveugles, les enfants aveugles, donc le sourire serait inné. Le sourire est universel et il raconte que même des tribus cannibales sont capables de sourire, donc c'est universel. Et il est contagieux. Et c'est-à-dire que dès que quelqu'un vous sourit, vous n'arrivez pas, à moins que vous ayez eu des injections de Botox, c'est étudié. Le Botox, c'est très mauvais pour les expressions faciales parce que ça vous empêche de simuler le sourire de la personne d'en face. Quelqu'un qui a eu du Botox n'est plus capable de reconnaître un vrai sourire d'un faux sourire. Alors que nous, qui n'avons pas eu de Botox, on a les rides, mais on est capable de savoir si on nous sourit pour nous dire « ouais, c'est ça » ou si on nous sourit vraiment. Donc, enfin bref, il a montré que le sourire était contagieux. C'est vrai que si quelqu'un vous sourit, vous ne pouvez pas facilement vous empêcher de répondre par un sourire. Et le sourire, il montre à quel point c'est contagieux, c'est que les enfants, ils sourient 400 fois par jour. C'est énorme.
Donc, les gens qui vivent avec des enfants, comme c'est contagieux, comme c'est automatique d'y répondre, sont beaucoup plus joyeux. Donc, on va dire bravo aux maîtresses d'école maternelle, même si moi, j'irai pas à cause du bruit. Mais en tout cas, les gens qui vivent avec des enfants ont une meilleure humeur globale, si on les teste, que nous tous. Est-ce que vous savez combien on sourit 2 fois en moyenne, nous, les gens, entre guillemets, sains? Au moins 20 fois. Il n'y a que 5% de la population qui sourit moins de 20 fois par jour. Donc c'est bien, parce que qu'est-ce qui se passe quand on sourit? On active, et ça aussi, c'est les études que mène Ron Gutman, on active le système de récompense. Quand on sourit, alors après, ça ne fait pas le même sentiment, mais quand on sourit, il y a la même zone qui s'allume dans le cerveau que si on nous montre du chocolat et qu'on le mange. Ou que si on nous annonce qu'on a gagné 1 000 €. Ça, soi-disant, ça c'est Ron Gutman. Mais c'est vrai que ça fait exactement la même chose à notre cerveau de sourire que de manger du chocolat. Comme dit Ron Gutman, on a les calories en moins. Donc quand les filles, on a envie de manger du chocolat, ces garçons, ils sont bien, on sourit. Ça fait la même chose. Le sourire aussi diminue les hormones de stress. C'est quand même des études. Alors après, il y a les spécialistes quand même des systèmes immunitaires et hormonaux qui disent, bon, attention, c'est déjà très compliqué de mesurer les hormones. Il va falloir vérifier tout ça. Mais ça diminue les hormones de stress. Ça augmente le niveau des hormones comme l'endorphine qui améliore nos humeurs. Ça réduit la tension artérielle. Et ça donne une image de nous. Ils ont montré des photos de candidats à un emploi à des recruteurs où le candidat était soit souriant, mais sourire de Duchesne, le vrai sourire, soit non souriant. Eh bien, quand la même personne avec le même CV sourit, elle est jugée plus compétente par le recruteur. Donc là aussi, soyons souriants, on a l'air plus compétent. En tout cas, ça renvoie une très bonne image. Alors, je vous disais, le sourire réduit la tension artérielle. Et d'ailleurs, on a pensé que les émotions positives pouvaient être des antidotes aux émotions négatives. Et là encore, Fredrickson a mené une étude dans laquelle elle induit une humeur négative et où elle enregistre l'activité cardiovasculaire. Donc, elle induit de la peur. Ça doit être encore son film d'un accident de quelqu'un dans la montagne. C'est vrai que de voir quelqu'un décrocher, ça ne doit pas être très très bon pour le cœur. Et ensuite, elle mesure leur activité et elle leur montre une deuxième vidéo. Et vous voyez que, l'air de rien, si vous avez très peur, allez vite voir un dessin animé rigolo, parce que votre rythme cardiaque, vous le récupérez en 20 secondes face à une vidéo positive, 40 secondes face à une vidéo neutre, mais 60 secondes face à une vidéo triste, négative. Donc, quand on dit que c'est mauvais de se mettre en colère, d'avoir des émotions négatives pour le cœur, on sait aujourd'hui que on peut arriver à vite restabiliser le rythme cardiaque. Bon, ça c'est vous voyez tout ça. Bon, celle-là d'étude elle est 98, mais on est en pleine explosion d'études. Il va falloir quand même que on mette tout ça ensemble et qu'on vérifie. Alors une dernière étude sur le bien-être subjectif. Donc là, c'est plus le sourire, parce qu'aujourd'hui on dit pour vivre longtemps, il faut avoir un bon réseau social et un bien-être subjectif. Enfin, ces auteurs essayent de montrer que le bon réseau social, la cause, le déterminant, c'est le bien-être, c'est se sentir bien. Donc, il va mesurer le bien-être subjectif chez des gens et selon plusieurs critères qui ont été définis par Diener en 2000. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien-être subjectif? C'est être satisfait de sa vie. Donc, vous pouvez vous demander si vous vous sentez satisfait de votre vie. Satisfait dans les domaines importants de la vie, enfant, mari, travail, famille, etc. Si vous ressentez souvent des affects positifs et rarement des affects négatifs. Donc, il va mener toute une étude pour savoir si les émotions, les auteurs Xu et collègues vont mener une étude pour savoir si les émotions positives évitent les maladies. Parce qu'on a essentiellement travaillé sur émotions positives et longévité, mais essentiellement, donc à part les études sur les photos, et c'est quand même récent, donc à part travailler sur de regarder le passé avec les lunettes roses d'aujourd'hui, c'est difficile de commencer une étude maintenant et de suivre les gens à 70 ans. On n'aura pas les résultats aujourd'hui.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur émotions positives et longévité, surtout chez les personnes âgées, parce que des auteurs ont vite vu et compris que les personnes âgées, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont globalement beaucoup plus positives que les jeunes adultes. C'est-à-dire, si on dit à une personne âgée de raconter un événement de sa vie, systématiquement, ce sera quelque chose de positif. Un jeune ou un moins jeune de 40 ans, ça sera plutôt 20 ans, quelque chose de négatif. Donc, les personnes âgées cultivent le positif. Ça aussi, ça rétablit leur humeur. Donc, on a beaucoup regardé si les personnes âgées positives allaient mourir moins vite que les personnes âgées qui étaient plutôt dépressives. Et ça a donné lieu à des résultats très contradictoires. Donc, ces auteurs se sont dit, le problème, c'est que les personnes âgées elles sont déjà un peu malades. Il faudrait se poser la question autrement et se demander si être positif, ça évite les maladies. Si être positif, ça évite la mort des malades, donc reprendre un petit peu la problématique des personnes âgées. Donc je suis sain, je suis de bonne humeur, j'ai moins de chances de tomber malade ou de mourir jeune. Et autre possibilité, est-ce qu'une fois que je suis malade, ça vaut le coup que je m'amuse à rigoler est-ce que c'est rentable ou pas Et puis, il fallait aussi résoudre une énigme, enfin, peut-être enlever une croyance. Souvent, on dit aux gens, ne te mets pas en colère, tu vas nous faire une crise cardiaque, c'est pas bon la colère. Donc, ils ont aussi regardé quand même si les émotions négatives étaient si mauvaises que ça pour la santé. Ce que le grand public croit vraiment. On pense vraiment, oh, il a été malheureux dans sa vie, c'est pour ça que... Bon, d'un autre côté, vous avez ceux qui disent, ah, mais les meilleurs sont ceux qui partent les premiers. Enfin, on a tous des grandes théories, mais qui sont du domaine de la croyance. Donc, est-ce que c'est vrai que les émotions négatives sont mauvaises pour la santé ? Et il se trouve qu'aux États-Unis, ils ont une cohorte qu'ils suivent, donc une cohorte constituée de 6856 personnes qu'ils suivent depuis 1965. Alors, il y a déjà des gens qui sont décédés dans cette cohorte, et où on mesure le bien-être subjectif avec 4 indicateurs. Donc, depuis 1965, on regarde si ces gens sont heureux sur les différents domaines que je vous ai énoncés tout à l'heure. Alors, le niveau de satisfaction de vie global, en général, c'est est-ce que votre vie vous donne beaucoup de satisfaction ? Actuellement, est-ce que vous vous sentez mieux que jamais ? Des exemples d'items. Donc, ces gens-là qui, depuis 1965, mais je crois qu'ils avaient une vingtaine d'années en 65. Ils ne sont pas nés en 65. En France, on en commence une maintenant. Il y a des gens qui viennent de naître. Mais là, voilà, ils avaient quand même déjà une vingtaine d'années. Donc, on leur a posé ces questions-là assez régulièrement. Je vous invite à aller lire le papier parce qu'il est très, très riche, très détaillé. Ensuite, on a demandé le niveau de satisfaction dans les domaines de vie importants. Globalement, êtes-vous satisfait par votre travail actuel ? Est-ce que votre mariage est plus ou moins réussi que ce que vous auriez espéré ? Alors ça aussi, pour l'anecdote, il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est pas très fiable les réponses qu'on donne, surtout les femmes. Parce que les femmes, elles ont tendance toujours à vouloir se faire croire que ça vaut le coup d'avancer dans la vie et qu'elles disent toujours, il y a une étude qui a été faite sur ça, comment on perçoit son mariage. Donc, on suit des femmes tous les 5 ans et on leur dit alors, comment ça va ? Ah, ça va bien avec mon mari, ça va bien. Mais ça va. Et avant ? Ah non, avant, c'était pas le top. Sauf que 5 ans avant, elles avaient dit que c'était le top. Donc, on essaye toujours de croire qu'avec le temps, tout s'arrange. Et du coup, on s'aperçoit qu'on tord un petit peu la réalité. Mais bon. Donc, on a posé des questions de ce style-là. Les femmes sont beaucoup plus reconstructives que les hommes. Au niveau des souvenirs, les hommes, ils sont un peu plus justes. C'est-à-dire, si vous avez des amis qui sont partis en voyage et qui reviennent, vous pouvez demander au monsieur si l'hôtel était bien, parce qu'il vous dira la vérité. Les femmes, elles ont toujours tendance à dire « Ouais, c'était super », même si elles ont tout payé 3 fois, il n'y avait pas de savon, etc. C'est assez aussi prouvé que les femmes tordent un peu plus leurs émotions que les hommes. Mais bon, les affects positifs, donc est-ce qu'on se sent positif, est-ce que vous vous sentez souvent le maître du monde? J'adore ça. Est-ce que vous vous sentez souvent très intéressé par quelque chose? Est-ce que vous vous sentez souvent satisfait d'avoir accompli quelque chose? Et les affects négatifs, il y a quelques items de mesure. Est-ce que vous vous sentez souvent malheureux? Est-ce que vous vous sentez très seul? Est-ce que vous vous sentez inutile? Donc c'est un petit peu des items d'échelle de dépression. Et qu'est-ce que montrent les résultats? C'est que le bien-être subjectif prédit complètement la longévité.
hein, c'est-à-dire que c'est pas c'est l'ensemble des composantes, mais surtout le premier, le niveau de satisfaction globale qui prédit la longévité. Que les émotions positives évitent les maladies, c'est des analyses statistiques, donc je peux pas trop rentrer là-dessus, mais que par contre, les analyses sont moins puissantes pour montrer que les émotions positives évitent la mort des gens qui sont déjà malades. Et surtout, ce qui n'avait jamais été montré avant, c'est que les émotions négatives n'ont aucun lien, ne permettent pas du tout de prédire la longueur de vie des individus. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas, cette étude, elle conduit les médecins, les spécialistes de la santé, à arrêter de se focaliser sur le négatif et à essayer plutôt de se focaliser sur le positif. Voilà, je vous remercie vraiment. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'ai essayé de vous balayer un peu large. Et j'ai mis une citation de Mère Teresa qui, j'espère qu'on arrivera justement à décrire, à trouver et à comprendre tout ce qu'un sourire peut faire. Parce que le sourire, c'est gratuit, c'est inné, c'est... Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.